Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Blanche-Maison, Antoine BM. On va parler d'argent. On va parler d'argent avec Antoine BM. C'est peut-être des questions que tu te poses. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo, bouton rouge, pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Antoine, bonjour. Bonjour Gabriel. Bienvenue. Merci de m'avoir reçu. Merci de venir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ils sont peut-être pas très nombreux, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Ouais, alors moi j'ai arrêté mes études pour me lancer dans la vidéo sur YouTube il y a 3 ans. Je suis parti en voyage et j'ai essayé d'enseigner la liberté. Tu vois, je parlais de liberté, je voyageais à plein temps, c'était mon truc. Et puis j'ai commencé à apprendre le marketing, à vendre des produits et aujourd'hui j'envoie un email par jour pour apprendre aux gens la vente et je gagne ma vie en vendant des formations sur ce sujet. Super. Résumé simple et concis. Alors, tu es assez transparent sur ta vie, sur ce que tu fais, sur aussi ton métier et sur ton argent. Ouais. Et notamment, tu as envoyé il y a quelques semaines de ça un email où tu disais que tu avais réalisé ton plus gros mois et que tu avais gagné dans les environs de 50 000 euros, donc plusieurs dizaines de milliers d'euros en un mois. Félicitations. Et je voudrais te demander, pour commencer, puisqu'on va parler d'argent, on va parler de ton argent, pour toi finalement, c'est quoi l'argent ? Alors l'argent pour moi c'est 3 choses. C'est un outil qui permet d'être libre, c'est un outil qui permet de s'amuser et c'est un outil de mesure de la valeur que tu apportes dans ton business. C'est pas quelque chose c'est pas indispensable d'en avoir beaucoup, tu vois, c'est bien d'avoir un peu pour avoir du confort pour moi. Après, c'est vraiment en termes d'outils que ça devient intéressant. Ok, super. C'est-à-dire voilà, tu vois, tu veux faire des trucs, je sais pas, tu veux partir au bout du monde. En fait, moi, ce qui m'obsède, c'est la liberté à la base. Moi, j'ai pas fait tout ça pour gagner de l'argent, j'ai fait tout ça pour être libre. Et j'ai très vite compris que si je voulais être libre, tu vois, tu peux te faire des dreadlocks, aller dans la rue avec ton chien, c'est pas ça qui va vraiment te rendre libre. Au final, tu vas quand même t'aligner à quelque chose. La vraie liberté, pour moi, c'est pouvoir choisir ta vie, pouvoir choisir où tu vis, pouvoir choisir avec qui tu vis, pouvoir choisir à quoi ressemble ta maison. Ça veut pas dire vivre dans un palace, tu vois, mais ça veut juste dire avoir le choix. Et forcément, plus tu as d'argent, plus tu as de choix dans ta vie. Et moi, c'était le premier drive qui m'a donné envie. Et ensuite, une fois que j'ai eu suffisamment d'argent pour être libre et pour me sentir bien et pour avoir le confort dont j'avais besoin, c'est devenu vraiment un instrument de mesure, comme des points qui viennent mesurer la valeur que j'apporte dans mon business pour savoir si j'ai fait un bon mois, un mauvais mois. En gros, comme ma passion et mon boulot, c'est le marketing, c'est la vente, bah forcément, le seul et unique moyen de mesurer la vente, c'est les retours, c'est combien tu as fait de chiffre d'affaires à la fin du mois. Et donc, ça me permet de mesurer si j'ai fait des bonnes campagnes ou pas. Ok, super. Alors, ce que je note dans ce que tu dis, ce que j'aime beaucoup, on est assez d'accord là-dessus, c'est que 3 fois, tu as utilisé le mot outil. Ouais. Et tu as utilisé après le mot instrument. Donc, l'argent, pour toi, c'est pas une finalité. L'argent, c'est un outil, ça permet de faire autre chose. Ça, je pense que c'est important pour les investisseurs malins de le retenir. Antoine même est un investisseur malin, puisque l'argent, pour toi, n'est pas une finalité. On ne fait pas ça pour s'enrichir. L'argent est un outil qui permet de faire autre chose. Et quand je dis on ne fait pas ça, c'est créer du contenu, vivre de son contenu sur Internet ou investir. C'est pareil pour nous, les investisseurs malins, on ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça comme un outil de liberté, comme un outil de mesure. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus précieux que l'argent, c'est le temps. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est quasiment illimité. Tu as 1000 façons, 10 000 façons d'en gagner. Ça s'échange partout, tout le temps. C'est vraiment une commodité, c'est quelque chose de complètement transférable. Alors que le temps, on a un temps limité dans sa vie, on ne sait pas combien de temps. Et donc le fait de sacrifier toute sa vie à faire... J'aime pas la notion de sacrifice pour de l'argent, je trouve ça dommage. Le fait de sacrifier toute sa vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas juste pour gagner plus, tu vois, et pour rouler dans une belle voiture, moi je trouve ça dommage et moi ça me parle pas. Et je trouve que quelqu'un qui se respecte, je pense, devrait davantage respecter son temps que l'argent, surtout de l'argent en tant que tel. Comme tu dis, c'est pas une finalité. Et donc trouver davantage quelque chose que t'aimes, tu vois. Toi par exemple, si t'aimes investir, c'est pas seulement pour gagner de l'argent, c'est parce que ça te plaît de trouver la perle rare, trouver la bonne affaire, mettre au bon endroit, étudier des trucs, voir si ça marche, récolter ce que t'as semé, tu vois. C'est ça le plaisir de l'investisseur, c'est pas juste de dire tiens je veux gagner de l'argent à la fin du mois. Donc tu vois, quand t'arrives à aligner plusieurs choses, c'est-à-dire faire quelque chose que t'aimes et derrière réussir à gagner de l'argent, pour moi c'est la meilleure façon d'en gagner. Complètement d'accord, et c'est pour ça que je parle beaucoup sur cette chaîne de business automatique. Le business automatique, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent pour lequel tu n'as pas à consacrer du temps. Et pareil pour l'investissement, quand tu investis ton argent quelque part, eh bien, la boîte, l'endroit où tu as investi, eux, ils travaillent, ils te rapportent de l'argent et toi, tu fais rien, tu es libre de ton temps. Je suis complètement d'accord avec toi. À nouveau, le temps, évidemment, est beaucoup plus précieux que l'investissement. Super, donc la définition de l'argent, pour toi, c'est un outil top. Du coup,
t'en as un petit peu de l'argent, on peut même dire que t'en as pas mal. Donc question suivante, pour les investisseurs malins, où est-ce que tu investis ton argent? Ouais, bon alors j'en ai pas tant que ça parce que ça fait quand même pas très longtemps que mon business tourne. Tu vois, ça fait aujourd'hui, ça fait même pas 2 ans que ma boîte est enregistrée, tu vois, avant j'étais entrepreneur. Tu communiques sur ton chiffre d'affaires, mais tu as aussi des frais, des dépenses, oui, bien etc. sûr, et puis les impôts, tout ça, bon, bah, c'est un chiffre d'affaires. Hein. Et donc, bon, j'ai pas une énorme pactole non plus, et puis j'ai pas mal de dépenses. Moi, j'aime bien, tu vois, le dépenser, mon argent, je vis confortablement, je vis dans le 5e arrondissement, je voyage toute l'année, je me fais plaisir, tu vois. Super. Et si tu veux, alors j'ai perdu pas mal dans les crypto-monnaies, enfin, j'ai pas perdu parce que j'ai pas retiré, mais j'ai investi pas mal dans les crypto-monnaies quand c'était en haut, c'est descendu, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas de l'argent que j'ai souffert pour gagner, donc c'est pas grave si je le perds. Et sinon, ma méthode d'investissement en ce moment, c'est la stratégie du permanent portfolio, qui est la stratégie d'un gars qui s'appelait Harris Brown, qui a été, alors moi c'est pas de Harris Brown que je l'ai appris directement, c'est d'un type qui s'appelle Jean Rivière qui a renseigné un petit peu ce truc là, et j'aime bien ça. En fait, c'est une stratégie, c'est pas une stratégie super fun si tu veux, si t'aimes investir, trouver les bons filons, être dans la bourse et tout, ça va pas te plaire, mais c'est une stratégie assez sécurisée et qui a un bien meilleur rendement que le livret A, tout ça. Et le principe c'est quoi? C'est que tu divises ton argent en 4, alors on peut même ajouter une petite section crypto, donc on peut même dire en 5, en 4 parties à peu près égales, un quart action, un quart obligation, un quart or, et un quart, c'est quoi le dernier truc? Attends, j'ai oublié. Un quart cash en fait, liquide, enfin sur un compte normal. Liquidité, ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que bah, tu connais un peu l'économie, quand les actions augmentent, les obligations ont tendance à baisser, l'or aussi, quand c'est plutôt en période de crise et que tu as les actions qui s'écroulent, les obligations vont augmenter, l'or va être une valeur refuge. Donc c'est assez stable, et en fait c'est un des seuls placements. Ça demande pas non plus d'avoir d'experts qui gèrent ton argent, parce que tu mets ton argent sur des trackers, sur des cours automatiques. Donc sur un indice, tu as par exemple l'indice du cours des actions américaines, tu vois, donc c'est un truc très large. Et ça te permet de, enfin voilà, la rentabilité de ce truc-là je crois sur les 50 ou 60 dernières années a été de 10% par an, quasiment tous les ans, même les années de crise. Ou de crise, ouais. D'accord. Donc tu as une approche. Donc 10%, on est quand même loin du livret A, tu vois. 10% par an, avec les intérêts accumulés et tout, si tu t'intéresses un peu à ça, ça peut faire beaucoup au bout de quelques années. Ouais, absolument. Si tu laisses donc tu as un profil diversifié. Ouais, c'est ça. Important, évidemment. Ouais. Tout investisseur malin qui se respecte a un profil diversifié. Et tu as cette espèce que tu appelles donc permanent portfolio, où les différents assets. En tout cas, il y a la volonté qui se contrebalance en cas de mouvement. L'idée, c'est toujours aussi, quand il y en a un qui augmente, l'autre qui baisse, on va vendre ce qui augmente, racheter ce qui baisse, histoire d'avoir toujours à peu près un quart de chaque. Tu vois. Ok, super. Et donc, tu es en action, en oblig et en métaux précieux, en or. Ouais, c'est ça. Cool. Et en crypto. Et j'ai toutes mes cryptos là qui valent plus rien. D'accord. N'en parlons plus. Bon, super. Donc, alors sur cette chaîne, moi je parle de 4 grandes thématiques d'investissement. 4 grandes familles. Start-up bien sûr, crypto-monnaie, donc là-dessus t'es dessus, bourse, t'es dessus, et immobilier. T'as pas encore fait d'investissement immobilier pour le moment. D'accord. C'est l'investissement préféré des Français. C'est pas forcément celui qui rapporte le plus. Pas forcément celui dont moi je parle le plus, même si j'en fais aussi. Tu sais pourquoi je fais pas d'immobilier pour l'instant? Parce que j'ai pas envie de faire de crédit en fait. D'accord. Je sais que le crédit immobilier c'est pas comme un crédit à la consommation, c'est un crédit que tu rembourses, etc. Mais moi j'aime bien me dire quand même que je reste complètement flexible, je préfère louer, je préfère pouvoir bouger en cas de pépin, je préfère pas me dire que j'ai 2000 balles à rembourser tous les mois. La liberté. La liberté, c'est ça. Oui, c'est aussi un peu un boulot, tu vois. C'est-à-dire que quand tu commences, il y a des gens qui ont 10, 15 appartements, c'est quasiment un boulot à plein temps, tu vois, parce que t'as beau gérer les trucs, quand il y a un vrai problème, c'est toujours vers toi qu'on se retourne. Donc la question toujours à se poser, c'est ok, ça peut être intéressant, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Je sais pas si j'ai encore envie de faire ça ou pas. Probablement qu'il faudrait que j'essaye pour le savoir. Et c'est aussi sacrifier du temps pour de l'argent, ce que tu ne veux pas faire. Mais ça dépend. Sacrifier, c'est quand tu fais quelque chose que t'aimes pas. Et à mon avis, beaucoup de gens font l'immobilier et ils aiment ça, tu vois. Ils aiment aller visiter les apparts, ils aiment refaire la peinture, aller trouver la bonne affaire. Moi, je connais plein de gens qui adorent ça. Donc si t'aimes ça, tu sacrifies rien du tout. Ouais, c'est un plaisir. D'accord. Super. Je sais pas, toi, t'aimes l'immobilier un peu? J'en fais un petit peu. Ouais, j'en fais un petit peu. J'ai acheté un premier appartement en location à Pantin il y a quelques mois. Et je cherche à en faire un deuxième. Pas mal, super. Voilà, donc tu es dans 2 familles d'investissement sur les 4 dont moi je parle. Crypto et bourse, pas en immobilier, on a compris pourquoi, et t'es pas encore en start-up. On en a un tout petit peu parlé en off tout à l'heure. Alors ça, mais on va voir si on arrive à faire venir Antoine. Ça, c'est de l'investissement fun. Tu vois. Je mettrai pas mes fonds là-dessus pour les sécuriser, ça c'est sûr. Mais en investissement fun, moi ça m'amuserait beaucoup d'investir dans les startups. C'est pas pour sécuriser, c'est fun et c'est aussi plus dynamique. C'est-à-dire que tu as plus de risques et tu peux éventuellement gagner plus. C'est l'avantage. Et puis tu vois, tu peux t'amuser. Par exemple, je crois beaucoup en Apple, j'adore cette société. Bon, bah je dois avoir 3 ou 4 000 euros d'actions Apple, tu vois. Ça fait plaisir. C'est plutôt un bon investissement. Comme ça, quand ça marche bien pour eux, je suis content parce que j'aime bien cette boîte. Et en plus, je suis content parce que je vais gagner de l'argent. Cool.
Ok, tu veux communiquer sur un peu le montant de tes placements, de ton portfolio des 4 ou... Tu sais pas, d'accord. Je suis pas tout le temps né dessus, vraiment. D'accord, ok. Top. Et pour terminer sur un peu la façon dont tu investis, puis après j'ai plein d'autres questions hyper intéressantes, enfin j'espère à te poser. Tu as une espèce de méthode, tu te dis tous les mois j'investis 25% de ce que je gagne, ou c'est un montant fixe, peu importe combien tu gagnes, ou c'est comment? Alors je suis encore en cours de rodage au niveau de la méthode. J'essaye d'avoir une méthode, je me suis fait une sorte de fichier Excel où chaque mois j'entre mon chiffre d'affaires et il me fait tous les petits calculs. Les impôts, il me sort, ouais, c'est ça, une prévision impôt, etc. Et il me sort tout ce que je dois mettre sur chaque placement. D'accord. Donc normalement ça fonctionne à peu près. Mais tu l'as paramétré avec des pourcentages, non? Ouais. D'accord. Maintenant il y a toujours des cas particuliers. Par exemple là j'achète une voiture, tu vois. Bon bah ça fait quoi? Ça fait 10 000 euros. Bon, tu vois, faut penser à moins. Voilà, c'est ça. C'est moins là, ouais. Ok. Et du coup le pourcentage que tu as réglé, c'est 10, 20%? Le pourcentage que j'ai réglé. Ouais, c'est-à-dire toi dans ton fichier tu as réglé que tu voudrais investir combien par rapport à ce que tu gagnes, ou par rapport à ce qui te reste après impôt ou... Ouais, c'est par rapport à ce qui me reste après impôt et je sais plus en fait. Ça, j'ai mis plusieurs pourcentages pour différents placements. C'est une idée de. C'est quoi? C'est de l'ordre de, j'imagine, 10 ou 20% comme la plupart des. Plus, plus, d'accord, c'est super. Là, comme ça marche bien. Tu préfères mettre plus. Mais j'ai pas besoin, si tu veux, j'ai pas 20 000 euros de dépenses quotidiennes chaque mois, tu vois, évidemment. Donc voilà. Donc tu mets plus. Bon, bah super. Ok, très bien. Là, en ce moment, quand ça marche bien, mon business, j'investis évidemment beaucoup plus que. C'est toujours une très bonne idée. Encore une fois, un move d'investisseur malin. Sans le savoir, t'étais un investisseur malin. En même temps, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas pas dire, allez, je vais passer toute la nuit aux 5 étoiles pour claquer les thunes que j'ai gagnées. Non, mais par exemple, je sais que tu voyages beaucoup. Moi aussi, je voyage énormément. Et c'est vrai que ça peut aller vite quand tu voyages, de dépenser. Ça va vite de tous les cas, mais tu peux faire plus ou moins attention. Et quand tes revenus augmentent, les voyages, ils sont très forts pour te faire dépenser plus. Un siège en première classe, un meilleur hôtel, etc. Bah là, avec ces conneries de permis et tout, tu vois, j'ai été bloqué chez moi pendant 3 mois. Donc ça, c'est bien, ouais. T'as économisé. En tout cas, mettre de côté, investir plus de 20% de ce qu'on gagne, peu importe la somme, c'est un move très intéressant, très malin, et ça permet bien sûr d'accéder rapidement à l'indépendance financière. Toi, de toute façon, sans l'investissement, tu es indépendant financièrement, mais même si tu es salarié, plus de 20%, tu verras, ça paiera sur le long terme. Trop cool, merci. Alors, question suivante, tu t'y attendais forcément, tu es venu pour parler d'investissement. Donc, la question à $1 million, je sais pas, la question, c'est quel est selon toi le meilleur investissement que tu as fait de ta vie? Alors, le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, je dirais que c'est un billet d'avion pour le Sri Lanka. Ok, raconte-nous. C'était il y a 3 ans, en 2015, septembre 2015 ou octobre 2015. Je venais d'arrêter mon école de commerce. Je m'étais lancé un défi, je m'étais lancé le défi pendant 1 an de gagner ma vie avec mon activité. Si à la fin de l'année j'y arrivais pas, je revenais la queue entre les jambes et je reprenais mes études, tu vois, ce qui faisait pas perspective, ce qui faisait pas spécialement plaisir. J'imagine. Et ce que j'ai fait en fait pour me couper de tout ça et pour vraiment être autonome, parce que je voulais pas non plus, tu vois, à l'époque j'étais hébergé par ma mère, mais c'est un peu de la triche, tu vois, j'avais vraiment envie d'être 100% autonome. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai pris un billet d'avion pour le Sri Lanka, j'ai pas pris de billet retour, je suis parti tout seul avec mon sac à dos, j'ai voyagé pendant 6 mois en Asie. Et pendant ces 6 mois, je suis passé de 0 à 1, c'est-à-dire que je suis passé de je ne gagne pas ma vie avec ce que je fais à je gagne ma vie avec ce que je fais. Et ça m'a prouvé que j'en étais capable. À mon avis, si c'est un si bon investissement, c'est parce que je me suis complètement déconnecté de mon entourage, de mon environnement. Je pense que c'est très difficile de changer radicalement de vie quand tu ne changes pas ton environnement. Bien sûr. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter à tout jamais ton environnement, c'est-à-dire que c'est bien parfois de s'en éloigner pour revenir après, une fois que tu as fait le changement de vie. Une pause qui peut coïncider avec le lancement. Exactement. Et moi, ce changement de vie, c'était gagner ma vie avec mon activité et m'éloigner, c'était m'éloigner physiquement, c'est-à-dire voyager, être tout seul. J'avais que ça à faire que bosser, tu vois. Moi, en plus, je suis pas hyper social, donc je me fais pas des potes tous les jours. Donc, j'étais là, j'ai bossé, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et ce voyage a aujourd'hui, pour moi, une signification émotionnelle extrêmement forte. Et chaque année, il faut que je retourne en Asie parce que ça me rappelle ces semaines-là, ces mois-là qui étaient les mois les plus importants finalement. C'était aussi des mois difficiles. T'es passé pas loin de. Si je me souviens bien, je t'ai déjà entendu dire que t'es passé pas loin de. Pardon, ça va? Ouais. Ouais, non, j'ai frôlé la faillite. La galère. Pas la faillite, non mais. Tu sais, la galère, c'est quand même très. Bon, on a des parents, ils peuvent nous aider. Tu vois, on finit pas à la rue. Je pense ni toi ni moi, ni beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, faut quand même mesurer les choses. Pour moi, le mauvais scénario, c'était faut que j'appelle mes parents et m'envoient de l'argent par Western Union. Et je voulais pas. Je voulais pas parce que ça m'aurait cassé vraiment ça m'aurait cassé la joie de construire mon truc par moi-même. Et donc, ce que j'ai fait, donc généralement, j'étais à découvert, moins 400 €. Enfin, vraiment, ça allait pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grosse promo avec toutes mes formations. Je me souviens, j'ai envoyé un mail qui s'appelait Je vends tout. J'ai mis toutes mes formations à moins 70%.
et ça a cartonné. Enfin, j'ai dû faire à l'époque, tu vois, j'avais dû faire peut-être 2000 euros, un truc comme ça. Ça m'a sauvé, hein. Ça m'a permis de continuer à voyager et de comprendre aussi que ce business là, ce qui est génial, tu vois, moi je vends des formations et ce qui est génial, c'est que t'as pas besoin d'être là, t'as pas besoin de fournir du temps en plus. Une fois que t'as construit une vraie offre, une fois que tu as une vraie clientèle, une fois que tu as une vraie audience, en fait tout le travail se fait au début pour construire tout ça, mais une fois que tu as construit ça, tu peux littéralement appuyer sur un bouton et faire de l'argent, même si ça peut paraître, tu vois, le truc le plus escroc du monde de dire ça. Quand tu as construit toute l'architecture autour, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu écris un mail très simple avec 2-3 mécanismes de vente à l'intérieur, tu fais une offre, t'envoies le mail et tu peux encaisser 2000, 3000, 10 000 euros. Enfin, c'est assez hallucinant les résultats que tu peux avoir, si bien qu'à un moment tu t'es troublé, tu vois, surtout quand tu viens d'une vie de salarié où tu as été habitué à avoir la même somme tous les mois, payé à l'heure, etc. Là, ça n'a rien à voir. C'est des trucs, tu te dis, mais attends, j'ai juste envoyé un pauvre mail et les gens ils me donnent de l'argent, je vous le rends, quoi. Attendez, c'est pas normal. Ouais. Et il y a des trucs qui peuvent être très bizarres psychologiquement, et je pense aussi d'ailleurs que c'est une raison pour laquelle beaucoup de gens échouent. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont complètement les compétences pour le faire, qui savent le faire, qui l'ont déjà testé, mais ils ont un rapport à l'argent qui détruit leur business. Des barrières mentales. Ouais, c'est ça. Et le problème souvent c'est le rapport à l'argent, c'est qu'on attribue une valeur morale à l'argent. Comme tu as dit, bon, moi je pense que tu n'as pas du tout ce problème, tu vois, tu es dans l'investissement, tu dis que c'est un outil, pour moi c'est un outil, l'argent n'a pas d'odeur, mais on a tendance, surtout en France, à attribuer une valeur morale très forte à l'argent. Et moi j'ai travaillé avec des gens que j'ai voulu aider parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils avaient le potentiel, parce qu'ils étaient compétents, mais ils avaient même le diplôme pour faire le truc, enfin tu vois, ils étaient plus compétents que moi dans leur domaine que moi j'étais dans le mien. Et en fait, ils ont testé leur produit, ils ont testé un produit, ça a marché, ils ont encaissé des thunes, et ils sont arrêtés là. Et moi j'étais là, mais vas-y, mais sors-en un deuxième. Et en plus, les gars, tu vois, ils vivaient à moitié dans un van et tout. Moi j'étais là, mais allez, mais vous pouvez continuer, vous pouvez le faire, tu l'as prouvé, tu peux le faire. Et en fait, j'ai compris après que la raison pour laquelle ces gens-là entendent mal, c'est pas une incapacité physique ou une incapacité à créer le business, c'est vraiment une barrière financière, c'est un rapport à l'argent qui empoisonne leur business. Et je pense que les bons entrepreneurs, c'est avant tout des gens qui s'en foutent de l'argent, en fait, qui n'ont pas de problème avec ça, c'est-à-dire qu'ils sont ni obsédés par ça, ni obsédés ni en bien ni en mal, c'est-à-dire qu'ils se disent pas l'argent c'est tellement merveilleux et tout, non, pour eux ils s'en foutent un peu. Tu prends Steve Jobs, il a vécu dans un appart sans meubles pendant des années, il n'avait rien à foutre, tu vois. Et c'est pas non plus des gens qui disent l'argent c'est pas bien, les anticapitalistes ils gagnent pas d'argent, tu vois. Je sais pas si c'est parce que s'ils sont anticapitalistes qu'ils gagnent pas d'argent ou si c'est parce qu'ils gagnent pas d'argent ils sont anticapitalistes. C'est un peu les deux, ouais. C'est un problème un peu les deux, mais c'est dommage en fait, parce qu'il y a des gens qui sont super intelligents, il y a des gens qui ont des super compétences qui pourraient surtout apporter de la valeur aux autres. C'est ça aussi qu'il faut dire à ces gens-là, c'est que c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que t'es amoral. Si tu gagnes de l'argent, c'est que les gens ont envie de te le donner. Et pourquoi ils ont envie de te le donner? Parce que tu leur apportes quelque chose. Tu t'apportes assez de valeur. Évidemment. Donc c'est moi ça me déprime à chaque fois de voir ça, mais bon c'est comme ça. Je sais pas si on peut y faire grand chose. Pour revenir à ton conseil de départ, pardon, pas à ton conseil, à ton meilleur investissement, qui était d'acheter un billet d'avion et de partir. Est-ce que ces gens-là, qui ont un rapport toxique avec l'argent, qui sont dans leur van, tu leur conseillerais pas de s'isoler, de partir faire le tour du monde et peut-être que ils changeraient leur rapport à l'argent, ou tu penses que c'est trop ancré? Le tour du monde ça suffirait pas, parce qu'il y a plein de mecs qui font un tour du monde et qui gardent un rapport à l'argent. Moi je serais eux. Le problème souvent en fait c'est pas de leur faute. C'est juste que t'as grandi dans une famille qui avait ce rapport-là à l'argent, tu l'as récupéré exactement comme les opinions politiques, la religion, etc. C'est très difficile de pas imprégner ça de ses parents, tu vois, extrêmement difficile. Donc voilà, on n'a pas tous la chance de n'être au même endroit. Et en fait, moi, ce que je ferais si j'étais eux, c'est que j'essaierais de me faire une éducation vis-à-vis de l'argent, tout en m'éloignant de mon environnement. C'est-à-dire, par exemple, je choperais une petite liste de lecture, tu vois, Père riche, Père pauvre, excellent pour changer son rapport à l'argent. Plein de bouquins sur l'argent de ce style-là, tu vois. Confère ma vidéo, les livres à lire pour devenir entrepreneur. Donc Père riche, Père pauvre. Voilà, il y en a sûrement plein d'autres. Voilà, super. Non mais je suis d'accord, c'est hyper important. Et tu vois, tu pars, tu t'isoles de tous les gens négatifs. Tu lis ça, tu t'obsèdes par tous ces trucs-là et tu reviens avec une putain de patate et là tu lances ton truc. Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Pareil, bien sûr. Génial ce bouquin. Tu vois, il y a plein de bouquins sur l'argent. Moi, ça m'a retourné la tête ces trucs-là. Parce que moi, j'étais un petit peu comme ça. Un peu comme ça, ouais. J'étais pas anticapitaliste, mais j'étais en mode l'argent c'est pas important. Moi, je fais pas ça pour ça. Moi, je fais ça vraiment pour la passion, machin. En fait, la passion, c'est aussi besoin d'argent pour vivre. Au bout d'un moment, si tu vis pas de ta passion tu la mets au second rang. Donc les deux sont pas incompatibles. Au contraire, je pense. Très cool, très très cool. Question bonus, même question, mais je sais pas si t'as un élément de réponse. Si tu sais pas, on passe. Meilleur investissement que t'as fait de ta vie pour moins de 100 euros? Parce qu'un billet d'avion ça coûte plus que 100 euros pour le Sri Lanka. C'est vrai, disons, on a qu'à dire un billet d'avion pour l'Europe de l'Est. D'accord, ça compte. Non, je sais pas. Toi, c'est vraiment voyage, mais c'est vrai que t'en parles beaucoup. Un livre, tu vois, on parlait des bouquins sur l'argent.
les gens qui s'intéressent à l'argent, il faut lire Père riche, Père pauvre. Au moins Père riche, Père pauvre. Tu vois, c'est un livre qui est super facile à lire, qui est super bien écrit. C'est une grande métaphore en fait, avec un gars qui t'explique qu'il a eu un père riche, un père pauvre, et que le père riche lui a donné des valeurs qui l'ont aidé vis-à-vis de l'argent, et le père pauvre non. Et en fait, on a tellement un problème de père pauvre en France, c'est-à-dire qu'on a tellement un problème de négativisme constant vis-à-vis de l'argent, de soi salarié, de victimisation, de trucs. Alors, ok, c'est justifié, ok, il y a des inégalités, mais le problème c'est qu'est-ce que tu veux en fait? Est-ce que tu veux passer ta vie à te plaindre que t'es pas né sous la bonne étoile, ou est-ce que tu veux essayer de te débrouiller avec ce que t'as pour essayer de dépasser tous les autres qui eux ont pas fait cet effort-là? Donc, un bouquin comme ça peut te changer ta vie, moi je pense. Effectivement, si tu es sur cette chaîne YouTube et que tu n'as pas lu Père riche, Père pauvre, mais que fais-tu? Lis Père riche, Père pauvre, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment la base et que c'est un excellent bouquin. C'est pas pour rien que tout le monde le recommande. C'est le bouquin que je recommande le plus, avec bien sûr La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, évidemment. Top, donc ça c'est pour l'achat de moins de 100 €. Ok, on continue à parler d'investissement. Si tu avais 1000 € dans ta poche, donc c'est une situation à n'avoir que 1000 € qui n'était plus arrivée depuis quelques temps. Si tu avais que 1000 € dans ta poche et que tu partais de zéro, où est-ce que tu investirais ces 1000 €? Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui se disent je veux faire comme Antoine, je veux faire comme Gabriel, et j'ai 1000 €, où est-ce que je les investis, comment je fais? Bon, déjà, je me prendrais un logement. Et ça, quand t'es dans la rue, c'est un petit peu difficile. Si tu partais de zéro et que t'avais un logement, ouais, disons que moi, je crois beaucoup à une activité sans investissement. Je pense qu'on est arrivé dans une ère aujourd'hui, grâce à Internet, et vraiment seulement grâce à Internet, une ère où on n'a plus besoin de faire sauter la banque pour lancer son activité. Je sais pas si tu te souviens pas, parce que nous deux on était tout petits, on n'était pas nés, mais à l'époque de nos parents, quand ils étaient jeunes, qui voulaient créer une boîte, déjà c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, parce que c'était pas cool à l'époque de créer une boîte. Aujourd'hui ça l'est. Fallait louer des locaux, embaucher des gens. Et c'est ça, il fallait faire deux choses. D'abord il fallait aller voir son banquier et essayer de choper 20 000 ou 30 000 €. Ensuite il fallait aller voir toute sa famille et essayer de grappiller 5 000 € par-ci par-là. Et ensuite on était endetté vis-à-vis de tous ses proches, et ça finissait vraiment mal, tu vois. Aujourd'hui tu ouvres une fenêtre internet, tu tapes youtube.com, tu te crées un compte et tu peux commencer à encaisser des paiements. C'est gratuit. Donc c'est ça en fait qui est vraiment intéressant. C'est comme ça que j'ai démarré. Les gens souvent veulent partir d'un système complexe avec des tunnels de vente, avec de la pub Facebook quand ils se lancent sur internet, je parle. Ils veulent mettre gros parce qu'ils veulent investir dans leur truc, parce qu'ils y croient. Alors que en fait le plus gros investissement que tu puisses faire, c'est du temps et de l'attention, et te former toi-même, et essayer de faire quelque chose déjà qui marche tout seul en fait. C'est-à-dire que si ça marche tout seul, sans publicité Facebook, sans tunnel de vente, sans machin, c'est que ça va marcher avec tout le reste. Mais il faut déjà valider l'idée. C'est-à-dire que si tu vends un produit qui intéresse personne, tu peux mettre 3 000 € de publicité Facebook, tu vas peut-être faire 5 ventes, mais tu vas pas être rentable. Donc commencer par essayer de apprendre la vente, apprendre le marketing. Moi j'achèterais tout un tas de bouquins sur la vente, sur le copywriting, parce que je pense que c'est vraiment la compétence qui fait toute la différence si tu veux gagner de l'argent, en tout cas au début. Donc apprendre à vendre, après tu peux investir tout ça, mais avant d'investir tout ça, il faut déjà avoir une base, un capital. Bien sûr. Donc apprendre à vendre, et puis ensuite lancer mon truc, c'est gratuit, tu crées un site web, tu peux juste envoyer des mails ou des trucs tout con, tu vois, t'envoies des mails, tu crées une page de capture, tu fais 100 € de pub Facebook pour avoir 100 abonnés sur ta page, et puis après t'envoies des mails et tu peux déjà commencer à encaisser des paiements. Donc même pas besoin de pub Facebook, tu suis des gens sur Instagram dans un domaine particulier, ils vont te suivre en retour, puis tu les spams avec ton truc. Enfin moi je sais qu'il y a plein de gens qui sont abonnés à ma liste email, tu m'as dit toi-même en voyant mes stories Instagram. Bon bah ouais, moi c'est le cas. Bon bah tu vois, c'est vraiment simple en fait. Et commencer simplement, parce que quand tu commences, tu vois, c'est comme un sportif qui veut aller trop compliqué. Tu vois, le mec il veut se mettre au squash. Il me dit ça a l'air cool le squash, j'ai vu un type faire du squash, ça a l'air génial. Qu'est-ce qu'il va Le mec va chez Decathlon, il achète la raquette de squash à 200 balles, la plus chère, tu vois. Il se prend la tenue complète, parce que chez Decathlon c'est la seule enseigne qui te vend une tenue pour chaque sport. Ça fait une tenue de squash, et surtout faut pas se planter de tenue, tu vois. Parce que si tu prends la tenue de tennis pour faire du squash, t'es mort. Donc t'achètes la tenue de squash en 4 exemplaires, machin, les lunettes, les trucs. Et en fait, tu sais très bien comment ça se passe, c'est que tu vas faire du squash 2 fois, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça t'intéresse pas, et t'abandonnes, et t'as claqué 500 balles pour rien. Donc, moi je suis pour, si tu veux te mettre au squash, tu vas acheter produit bleu chez Decathlon à 10 €, tu fais du squash, et après, en fait, tu décides si tu veux investir dedans. Donc en fait, ta réponse c'est je garde les 1000 €. Ouais. C'est bien. Non mais c'est super. Attends. Et moi c'est comme ça que j'ai commencé aussi. J'ai commencé avec une chaîne YouTube. J'en ai parlé à personne. J'avais 3 abonnés au début. C'était mon père, mon frère et je sais pas quoi et ma meuf. Et j'ai pas, tu sais, tous les gens ils invitent leurs potes Facebook à liker leur page, ce qui est débile parce que c'est pas dans la cible. J'ai commencé organiquement, donc finalement ta réponse, je m'attendais pas à ça, mais ok, je m'y retrouve. Non, tu garderais tes 1000 balles pour acheter des livres. Tu te fais un bon resto et puis derrière tu bosses. Le problème tu te motives à bosser. C'est que les gens, tu vois, les gens ils vont se
se mettre des excuses en fait. Et le fait de dire il faut avoir 1000 euros pour lancer un business, c'est une excuse. Et les gens disent, il y a plein de gens qui me disent je peux pas me lancer parce que j'ai pas d'argent. Mais alors, tu vois, quel rapport? C'est faux, ouais, je suis d'accord. Quel rapport en fait? Il y a aucun rapport entre le fait de se lancer sur le web et d'avoir de l'argent. Il y a aussi beaucoup de gens qui moi me disent je peux pas investir parce que j'ai pas d'argent. Et pareil, c'est faux, tu peux investir dans tout un tas de trucs à partir de 10 balles. Donc tout le monde peut avoir 10 balles. D'ailleurs, c'est très intéressant ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies parce que énormément de gens qui ont investi dans les cryptos étaient des jeunes ou des ados ou des étudiants qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et comme la barrière à l'entrée est très faible et que c'est très très simple d'acheter des cryptos, c'est pas comme, tu vois, certains, pour la bourse c'est plus compliqué quand même, tu vois. Et ben le mec se dit, bon bah voilà, j'ai 50 euros à investir, je vais me mettre sur les cryptos, on va voir. Et puis le mec qui a fait ça en 2013, je peux dire qu'il se frotte les mains aujourd'hui. C'est clair. Donc, effectivement, la crypto rend accessible l'investissement à tous. C'est l'investissement les plus simples. Et moi, je pense qu'on assiste à j'en parle aussi un petit peu sur ma chaîne, ce que moi j'appelle l'ubérisation de l'investissement. Tout a été ubérisé. Et effectivement, la crypto, entre autres, alors les sites aussi de crowd equity, on en parlait tout à l'heure, les sites qui permettent à n'importe qui d'investir dans une startup. En général, c'est à partir de 2000 euros, mais il y en a qui se mettent à investir de plus en plus bas. En France, il y a un site qui permet d'investir dans une startup à partir de 100 euros. Donc, je parlais un peu vite, à partir de 100 euros, donc c'est quand même là pour le coup accessible à énormément de monde, y compris à un petit jeune. Et on assiste de plus en plus à cette ubérisation. C'est effectivement à nouveau parce que les boîtes se financent auprès de la communauté, grâce à Internet, grâce aux cryptos, etc. Et c'est tout à fait une bonne chose. Effectivement, on peut investir avec rien et on peut créer sa boîte avec rien et partir de zéro et être extrêmement riche. Pour prendre des exemples à la con, Mark Zuckerberg, il avait juste son pauvre ordi, son pauvre serveur, ça lui a coûté 10 balles. Et il est milliardaire et on n'est pas milliardaire, mais on gagne notre vie avec Internet et on a commencé de rien. Mais l'argent, ça peut même t'empêcher de faire les trucs. Pour te donner un exemple très simple, nous on nous a donné de l'argent gratos comme ça pour lancer une boîte quand j'étais étudiant en école de commerce. On avait un projet de boîte avec des potes, on a fait un pitch et les mecs nous ont filé 25 000 euros, tu vois. Ah putain. 25 000 euros sur un compte, nous on n'avait jamais créé de boîte de nos vies, on savait même pas c'était notre produit, c'était juste une idée, tu vois. On a vendu une idée 25 000 euros. Pas mal. Et après on les a perdus, et puis on est chacun rentré chez nous, on a dissolu la boîte, et puis on a fait un vrai truc après, tu vois. Sans argent. Oui, sans argent, bien sûr. Parce que 25 000 euros ça nous servait à rien, parce que quand t'as pas les compétences, que t'as rien d'autre qu'une idée, tu peux avoir autant d'argent que tu veux, ton argent tu vas le foutre à la poubelle. Il faut d'abord savoir ce que tu vas faire, il faut avoir la compétence, il faut partir d'une expertise ou d'une passion ou d'un truc qui te réveille le matin. C'est ça qui a de la valeur. Encore une fois, on parlait de la valeur du temps par rapport à la valeur de l'argent. L'argent, c'est un outil quand il est mal utilisé, il sert à rien. Si tu prends un marteau et que tu l'utilises, je sais pas pour taper dans le mur sans clou, tu vas faire des trous. Oui, c'est exactement. Pour dessiner, ça va pas marcher, tu vois. D'accord, je suis d'accord. Donc tu peux avoir le meilleur marteau, tu vois, le truc vraiment de chez Bricorama à 500. Non, tu n'y arriveras pas à dessiner. Faut s'en servir correctement. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Moi, je le vois très souvent quand j'analyse des startups en levée de fonds. Il y a des startups où je leur dis, ok, qu'est-ce que vous allez faire avec la levée de fonds, comment vous allez acquérir vos clients, ça fait partie de mes critères d'investissement. Et ils disent, ah bah on va faire du marketing. Et j'en ai vu tellement, effectivement, ils dépensent. Alors les levées de fonds, c'est important, hein, une levée de fonds, une première fois, c'est entre 300 et 800 000 euros. Il y a des mecs qui dépensent 300 000 balles en pub Facebook, et au bout de 3 mois, il reste zéro. Effectivement, comme ils ont fait n'importe quoi, qu'ils n'avaient pas une vraie offre, un vrai truc, ils ont rien vendu, les 300 000 balles sont paumés. Et ils sont hyper dans la merde. C'est ce qui est un peu ce qui t'est arrivé. Heureusement, c'était pas avec 300 000 balles. Après, moi, je pense que les investisseurs sont pas complètement stupides non plus et qu'ils savent le risque qu'ils prennent et qu'ils investissent dans les startups qui sont prometteuses. D'où l'intérêt quand même de devoir pitcher les investisseurs. Bien sûr. Mais moi, j'ai vu des investisseurs investir dans une boîte qui disait on va faire de la pub. Et moi, effectivement, si la boîte me dit juste on va faire de la pub, effectivement, moi, j'investis pas. C'est une alerte. Quoi. Non, c'est ça. Voilà. Très cool, très cool. Merci. Dernière question, t'as encore de la force? On y va? Cool. C'est une question que tu connais, elle est pas de moi, elle est de Tim Ferriss. Je l'aime beaucoup cette question, elle est assez intéressante. C'est Tim Ferriss qui t'a demandé de me poser la question. Exactement, c'est Tim qui m'a dit, tu vois Antoine, n'osez pas me parler directement. Énorme. C'est vrai que je peux attraper après. C'est une question inventée, je pense inventée par Tim Ferriss, notamment il la pose lui à toutes les personnes qu'il reçoit et je la trouve effectivement hyper intéressante. Et je vais te la poser. Et c'est la question suivante, c'est si tu avais un billboard géant dans Paris par exemple, sur lequel tu pouvais écrire ce que tu voulais, un billboard qui va être vu, une affiche publicitaire qui va être vue par des milliers, des millions de personnes, qu'est-ce que tu écrirais dessus et pourquoi? En ce moment là, j'écrirais un truc qui m'a... C'est un truc, ça m'a retourné la tête quand j'ai lu ça. J'écrirais tellement bon qu'ils ne peuvent t'ignorer. So good they can't ignore you. C'est un bouquin que je suis en train de lire de Cal Newport. Bon, le bouquin, c'est un bouquin, tu vois, tu peux écrire un bouquin de 2000 pages sur une théorie très simple. La théorie est extrêmement simple. La théorie, c'est que Steve Jobs s'est trompé dans son discours de Stanford quand il a dit qu'il fallait trouver sa passion et continuer à la chercher, ne jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'on la trouve. Ce que ce type explique, c'est que Steve Jobs, c'est pas du tout ce que lui il a fait. Lui, il est tombé dessus complètement par hasard. Il a commencé à bidouiller les ordinateurs avec un pote. Il se trouvait qu'ils ont réussi à les vendre. Du coup, ils en ont fait plus. Et après, la passion est venue. Et en fait, ce que ce mec t'explique dans ce bouquin-là, c'est que, et je pense que c'est très utile, surtout pour beaucoup de jeunes de mon âge ou de notre âge, tu vois, qui cherchent leur truc, tu vois. C'est le grand mal de notre génération, c'est quoi mon truc?
Et en fait, ton truc, c'est à toi de le créer. Et je pense que avant de, tu vois, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai cherché, enfin je suis tombé dessus complètement par hasard, le marketing sur internet. Je me suis dit allez, je vais tenter ça parce que j'ai envie de faire un blog et de voir comment ça marche. Ça a marché et après je suis devenu bon là-dedans et après j'ai vraiment commencé à kiffer. Et je pense que et ce que le mec t'explique en fait dans ce bouquin, c'est que peu importe en fait vraiment ce que tu choisis, il faut choisir quelque chose et ensuite surtout devenir bon dedans et Très essayer bon, de développer une expertise et creuser. Et au bout d'un moment, tu vas creuser, tu vas casser la croûte, tu vas passer au truc d'en dessous et là tu vas atteindre un niveau que personne connaît, un niveau qui est fascinant et là tu vas vraiment pouvoir développer une vraie passion. Alors évidemment, si t'es un gars qui peut pas supporter les maths, je vais pas te dire d'aller faire de la compta, tu vois, évidemment il y a des, tu vois, si t'es plutôt un créatif, il y a des affinités. faire quelque chose, ouais, il y a des affinités. Moi je pense qu'il faut aller vers ces affinités. Mais après, tu vois, au lieu de chercher toute sa vie, d'abandonner tout ce qu'on entreprend pour chercher autre chose, et finalement faire des sauterelles entre chaque truc et jamais devenir bon et jamais devenir une légende, bah, ce que tu peux faire, c'est juste trouver un truc et te dire ok, il y a un créneau là, ça correspond à peu près à ce que j'aime faire, je vais tout lire là-dessus, je vais tout faire là-dessus, je vais creuser dans cette spécialité. Un jour, tu vas devenir excellent et c'est là que tu seras une légende. Quelqu'un qui a fait 100 000 petits boulots dans sa vie, c'est quelqu'un qui a une vie intéressante, c'est quelqu'un qui peut avoir une vie très riche, mais ça ne deviendra pas une légende. Quelqu'un qui a fait un seul boulot dans sa vie, mais qui est devenu excellent dans ce boulot-là et reconnu par tout le monde dans ce boulot-là, lui, ça devient une légende. Et je trouve ça, personnellement, plus amusant d'essayer de devenir une légende que de faire des sauts de sauterelles. Hyper intéressant. Effectivement, Steve Jobs est devenu un des meilleurs au monde pour faire des ordinateurs, des smartphones. Ça veut dire que toi, au départ, le web marketing, c'était pas ta passion? Non, pas du tout. D'accord. Moi, à la base, ce que j'ai toujours aimé, c'est la communication. Moi, j'ai pas tombé très loin. Non, je suis pas tombé très loin. Mais tu vois, j'ai fait plein de blogs avant. Mais c'était des blogs sur l'iPad ou sur des trucs. Moi, je suis plus. Ma vraie passion, moi, c'est Apple. Je suis un putain d'Apple addict, le pire de tous. D'accord. Attention, c'est une de mes quelques vraies obsessions morbides. Mais j'ai pas monté un business sur Apple. Ouais. J'aurais pu, mais j'ai pas fait ça. D'accord. Et ça aurait probablement été plus difficile. Au final, je suis tombé sur une opportunité à un moment par hasard. Le hasard a joué un rôle énorme. Comme c'est toujours. pour ça que j'ai eu de la chance. Les mecs qui disent ils ont pas de chance, c'est des menteurs. Évidemment que la chance elle joue. J'ai eu beaucoup de chance de tomber là-dessus au bon moment. Et je m'y suis mis. Et j'ai découvert le marketing. Et j'ai appris le marketing et la vente, et j'ai compris la puissance de la vente, et j'ai lu des bouquins là-dessus, et ça a commencé à me passionner, mais seulement à ce moment-là, ça a commencé à me passionner, au même moment où je suis devenu bon, au même moment où j'ai commencé à avoir de bons résultats, et après c'est une feedback loop positive, tu vois. Tu essaies de faire en sorte de garder ton business agréable au quotidien, tu continues à apprendre, c'est surtout dans l'apprentissage, dans la progression, je pense qu'on trouve le plus de plaisir. Bien sûr. Ouais. Et là, la passion elle vient. Et t'arrêtes de chercher ton truc pendant 10 ans. Moi, je pourrais très bien. Tu vois, l'année dernière encore, j'étais en train de me dire attends, est-ce que je suis vraiment sûr de vouloir faire ça? Est-ce que je vais vraiment continuer à faire ça? Je me posais 50 000 questions. Ah, c'est intéressant. Aujourd'hui, je me pose plus de questions. Mais si un jour je supporte plus ça, j'ai envie de faire autre chose, bah, je le changerai, c'est pas grave. Aujourd'hui, ça me plaît. Et surtout, j'ai plus peur de faire ça toute ma vie. C'est comme quelqu'un me disait ouais, enfin, c'était très gentiment dit. En plus, je sais pas pourquoi je dis ouais. Quelqu'un me disait ouais, tu trouves pas que t'as un peu une vie de vieux aujourd'hui, tu vois? Alors, tu t'installes, tu te poses avec tes chiens. Oh, ça va quand même, tu voyages beaucoup. Non, mais il a complètement raison. Ah bon? Et en fait, le problème, c'est pas d'avoir une vie de vieux. Le problème, c'est d'avoir le sentiment d'avoir une vie de vieux et de te dire putain, j'ai vraiment une vie de vieux, j'ai une vie de pourri, tu vois. Il faut absolument que je me force à aller en boîte tous les soirs pour pas me sentir vieux. Mais au fond, si t'aimes pas aller en boîte, si t'aimes bien ta vie de vieux et que tu l'apprécies et que tu te sens pas condamné et bloqué dedans, mais amuse-toi, tu vois, tant mieux. Bah, c'est pareil avec ton job. Le problème avec ton job, c'est que tu vois des mecs sur YouTube qui font les kékés en Thaïlande en te montrant que la vie est belle, tu vois. Et attention, je l'avais fait partir. Et tu vois ça, et toi, tu fais ton boulot, t'es là, c'est pas possible. Et en fait, bah peut-être que dans ton boulot à toi, tu pourrais autant kiffer que le mec qui est en Thaïlande. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas vivre en Thaïlande que moi j'en ai vu des mecs en Thaïlande dépressifs et alcoolo. Franchement, faut pas croire que la Thaïlande n'est pas une finalité. Pas du tout. La Thaïlande est loin d'être un paradis. Donc le paradis, c'est toi qui le crée. Si tu le trouves pas, quoi, je pense. On termine sur une note quasiment philosophique. Merci beaucoup, merci d'être venu, d'être prêté au jeu. Merci à toi. Si t'es encore ici, bah, c'est que la vidéo t'a plu, en tout cas je l'espère. Donc si c'est le cas, tu me mets un like. C'est sympa, c'est pour Antoine quand même, hein, sois sympa avec Antoine, moi on s'en fout, mais voilà. Si t'es encore jusqu'ici et que t'es pas abonné, bah abonne-toi. Si t'es abonné, bah t'actives la cloche, comme ça quand je sors une vidéo, t'es au courant. Et puis tu peux regarder une vidéo suivante. Tu t'abonnes pour Antoine, bien sûr. Tu t'abonnes pour Antoine, c'est la chaîne de Gabriel, mais exactement. Tu t'abonnes. Et puis t'achètes son programme pour Antoine. Exactement, voilà, on fait tout ça. Exactement. Ah non, mais c'est bien, tu vois, Antoine qui fait ma pub. Non, mais si on peut la faire sur sa chaîne aussi, la pub pour moi, c'est bien. Et merci, c'est très cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, c'est tout. Tu peux regarder ce que je fais. Si tu me découvres avec cette vidéo, bah regarde dans la description ce que je fais. Il y a plein de trucs vachement intéressants sur l'investissement. Tu peux regarder mes autres vidéos. Je t'en mets une juste au-dessus de ma tête. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui j'ai le plaisir, l'honneur, Allez, on va recommencer. On est chaud. 3, 4. Le plaisir, ça suffit, je pense. Hein. L'honneur, c'est peut-être un peu.